passer, pour faire une petite coupure, quelques images. On a assez peu d'images du XVIIe siècle, donc voilà, on va avoir recours bien sûr à l'illustrateur avec une majuscule, c'est-à-dire Gustave Doré. Gustave Doré illustrant les contes de Perrault. Vous voyez, le personnage central, c'est bien sûr la vieille femme. Là, elle lit un livre, normalement elle devrait le dire, le conte. Oui, c'est déjà la vieille femme, les enfants autour d'elle. Donc une illustration de Cendrillon, une illustration de La Belle au bois dormant, là on est dans les illustrations allemandes du XIXe siècle. Perrault, avec tous ses personnages autour de lui. La scène à laquelle on n'échappe pas, sauf que là, on a ensemble la citrouille et le carrosse et la fée et Cendrillon. Voilà, tout vous est livré en même temps. C'est une image de finale. Et Gustave Doré encore, la jeune fille qui rencontre la vieille fée ou la vieille sorcière. Donc, au XVIIIe siècle, on a à nouveau les fées, et les fées aux mains des écrivains, des femmes écrivains. Alors là, la fée est carrément, comme on dirait aujourd'hui, instrumentalisée. Le personnage principal dans cette aventure, c'est Madame le Prince de Beaumont, qui est une préceptrice, une pédagogue dans l'âme, et qui va découvrir une idée merveilleuse que les contes, ça peut servir aux enfants, et surtout ça peut servir à éduquer les enfants. Et là, elle publie en 1757 le Magasin des enfants, donc un ensemble de récits moraux qui se donnent l'allure de la féerie, je dis bien l'allure. Hein. La féerie est quand même un bel enrobage. Avant elle, il y avait quand même eu Suzanne Barbot de Villeneuve, à qui on doit une très très belle œuvre, dont on oublie souvent qu'elle n'est pas un conte natif, mais une œuvre littéraire retournée au conte, qui est La Belle et la Bête. Mais c'est Madame le Prince de Beaumont qui va adapter La Belle et la Bête, le roman de Suzanne Barbot de Villeneuve. On peut se procurer, et si vous voulez, je vous inciterai à le lire parce que ne serait-ce que la fin, la description des faits, les catégories de faits, leurs habitudes et leurs usages, c'est tout à fait extraordinaire. Eh bien, c'est donc Madame le Prince de Beaumont qui va réadapter ce livre et en faire le succès qu'on connaît. Et là encore, vous avez une dame de bonne vie, vous avez une dame de bonne mœurs, beaucoup moins sulfureuse que Madame de Blois, on ne peut pas faire ça à chaque siècle quand même. Bon, mais elle éduque les enfants, et parfois quand même, elle a des accents assez étonnants, c'est-à-dire que, c'est pas Voltaire, mais presque, et que les rois ne sont bons que s'ils font le bien, ne sont bons que s'ils se penchent vers le sang du peuple. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'advenir au travers de la féerie. Enfin, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Elle se dit, ah bon, enfin, il faut que les rois soient bons avec le peuple, parce que le peuple ne sait la plupart du temps pas ce qu'il veut. Donc, vous voyez, on y vient, mais on y vient tout doucement. Mais tout ça passe quand même, non plus par la fée elle-même, mais par le dit, par le dit de la fée, par le conte de fée. Et on voit s'accentuer aussi la présence de la féerie dans la bibliothèque bleue et le colportage. Et c'est là qu'on se retrouve avec quelque chose qui est très compliqué à démêler aujourd'hui pour les amateurs de féerie, les ethnologues de la féerie, c'est que cette bibliothèque bleue ramène dans le sein de la paysannerie des récits qui étaient peut-être des récits savants venus eux-mêmes d'une oralité qui était soit populaire, soit savante. Et ça va très très vite, en 2 ou 3 générations, un récit est englobé, digéré, restitué. Et si vous suivez certains thèmes à travers toute l'Europe, vous allez voir le travail que peut faire très vite une population donnée sur un thème merveilleux ou féerique. Et là, avec la bibliothèque de colportage qui répandent ces récits, eux-mêmes de double source, eh bien, on ne sait plus très bien, il est très compliqué d'affirmer, comme on l'entend souvent, au début il y a un récit populaire, après il devient savant et après il redevient populaire. Oui, mais peut-être qu'avant le premier récit populaire, il y avait aussi un récit savant et ainsi de suite. Quand on parle de la nuit des temps, c'est facile, mais c'est pas faux non plus. Donc, là, à la fin, à l'extrême fin de la période des conteuses et des écrivains féminines de contes de fées, eh bien, on publie le Cabinet des fées, c'est-à-dire 41 volumes. 41 volumes, donc, la plupart du temps sont la forme longue des contes dont on parle. Et on le publie de 1785 à 1789, c'est-à-dire qu'il était temps d'arrêter. Parce que là, on ne va plus du tout s'intéresser à la féerie.
On va passer à autre chose. Les enjeux deviennent bien différents. Et la fée continue à exister. La fée est un personnage dont tout le monde peut parler, mais il s'est perdu quelque chose de sa vitalité, de son pouvoir, de sa magie. Et ça va revenir de manière étonnante. Je vous dis, c'est une histoire d'Europe aussi qui traverse là. Ça va devenir de manière étonnante par l'Allemagne. L'Allemagne qui vit après la Réforme, qui vit une période un petit peu difficile, l'Allemagne qui aspire déjà à une certaine liberté, mais que la Prusse et l'Autriche contraignent dans des liens assez serrés, et le mouvement qui est à la fois politique, théologique, philosophique, allemand, va donner naissance à des gens qui vont se passionner pour le vrai esprit du peuple, en sachant que là, en disant que là, il y a une vraie force, que là, il y a une puissance, et ce vrai esprit du peuple, où est-il? Il est dans les contes. Là, on est à la fin du XVIIIe siècle, vous remarquerez que Perrault et les modernes ne disaient au bout du compte pas autre chose dans leur querelle, sauf que là, ça va être aussi une arme pour créer une nation. Donc, c'est ce qu'on appelle le Märchen, les contes d'Allemand, l'âme, le génie des peuples, le fondement des nations s'enracine là, et à travers des contes qui peuvent être fiévreux, enflammés, noirs souvent. Là, on va commencer à arriver le fantastique, et ce qu'on appellera le roman noir. D'autant plus que l'Angleterre a déjà attaqué le roman gothique. D'autant plus que l'Écosse a donné les contes de Macpherson. Tout ça se produit en quelques 20 ou 30 ans. Donc là, vous avez quelque chose qui se noue, qui va donner une nouvelle dimension à la féerie, ou du moins au roman merveilleux, ou au roman qui va devenir peu à peu fantastique. Donc, le premier qui s'occupe de collecter, alors lui, il est un petit peu équivoque, il est un petit peu entre deux, c'est Goethe. Parce que lui se veut encore classique. Lui se réclame de l'esprit classique, et pourtant, il collecte les contes. Il encourage ceux qui vont les collecter comme Herder. Et il estime que, comme le rêve, le conte nous donne sur nous-mêmes les indications les plus sérieuses. Mais là, on est au bord de la psychanalyse, quasiment. Vous voyez, il y a des traits qui se dessinent toujours autour du personnage de la fée. Quand je dis que la fée a une histoire, c'est pas forcément celle qu'on croit, là, voilà. Et Goethe, collecteur de contes, donc, il est quand même encore trop dans le monde classique. Et il n'ose pas, si j'ose dire, lâcher prise. Donc, il va être exactement comme le personnage d'un roman qu'il écrit, un roman qui s'appelle La Nouvelle Mélusine. Le héros du roman rencontre Mélusine. Mélusine pour le faire riche, enfin l'histoire un petit peu classique, mais il faudrait qu'il accepte de la suivre et de porter un anneau qu'elle lui donne. Et au dernier moment, le personnage brise l'anneau et il restera du côté des hommes. Et c'est ce qui se passe avec Goethe. Il ne prend pas, il n'embarque pas dans la folie romantique. Donc, bien sûr, beaucoup d'auteurs qui vont suivre cette voie en Allemagne, je l'abrégerai un petit peu, mais je vais quand même revenir sur un particulièrement qui est étonnant, parce qu'il crée lui aussi une inflexion nouvelle, c'est Hoffmann. Hoffmann, qui était, alors c'est pareil, ce sont des personnages incroyablement complexes, multiples. Hoffmann était musicien, juriste, dessinateur, et puis écrivain aussi. Écrivain féerique et effrayant. Là, on voit nettement venir le noir, l'inquiétude. C'est un auteur déjà fantastique. Quand il écrit Les Élixirs du Diable, on est vu dans la féerie, c'est un auteur fantastique. Les contes d'Hoffmann, en fait, les contes d'Hoffmann, c'est un opéra, hein, dans lequel Offenbach a pris Hoffmann comme personnage principal. Et Hoffmann écrit des contes. Et il écrit aussi le destin d'Hoffmann, il était musicien et son destin est musical. Offenbach, bien sûr, avec ses contes d'Hoffmann, mais dans les contes bien connus que va écrire Hoffmann, il y a l'histoire d'un casse-noisette, dont on sait le succès en ballet d'Antoine Tchaïkovski, et il écrit aussi le conte de Coppelia, qui est un des plus beaux, un des plus jolis ballets français sur une musique de Léo Delibes. Vous voyez, tout ça parcourt, innerve, se retrouve dans différents niveaux de la culture. Et puis, bien sûr, après cela, les écrivains, il y a les grands collecteurs, les Grimm, les frères Grimm, eux aussi pas du tout faits pour ça. Les frères Grimm sont des juristes, qui sont des hommes de cour, qui sont des ambassadeurs, qui ne sont pas du tout au départ portés vers ça, mais les aléas de l'histoire, et entre autres
les contraintes du congrès de Vienne les renvoient un petit peu chez eux, et là ils se mettent à collecter des contes. Et des contes, Goethe d'ailleurs les encourage à collecter de la sorte. Des collecteurs extrêmement nationalistes parce qu'ils sont tellement persuadés d'avoir atteint l'âme du peuple allemand, l'âme profonde du peuple allemand, que dans les éditions tardives de leurs contes, ils vont rejeter les contes d'origines étrangères, c'est-à-dire les contes par exemple italiens ou français, pour ne garder que du conte purement des pays qu'ils ont été eux-mêmes collectés, des contes enracinés dans leur terroir. Et donc, leur principale œuvre, bien sûr, ce sont les contes de l'enfance et du foyer, les deux volets, les contes de l'enfance et du foyer. Les contes, d'ailleurs, on retrouve pas tant de fées, on trouve plus de sorcières que de fées, mais il y a toujours un moment où la fée et la sorcière, c'est quand même les deux visages du même personnage. On trouve des arbres enchantés, des arbres fées, des rochers fées, et là, on retrouve la vieille notion médiévale du temps où fée n'était qu'un adjectif avant de devenir un nom. Fée était un adjectif, vous avez un arbre fée, un château fée, un cheval fée, une dame fée. Après, la dame fée a fait la mise à garder le nom pour elle toute seule. Et on trouve, en règle générale, chez les Grimm, une très très forte connotation de la nature comme lieu initiatique. Là encore, cette note très ancienne qu'on trouve tout au long des romans du Moyen-Âge. Alors, ces contes sont si violents et si noirs, pour certains de leurs lecteurs, que, voilà, accrochez-vous aux chaises, en 1945, les Alliés interdisent la publication des œuvres des frères Grimm en Allemagne, parce que cette violence, cette brutalité et cette noirceur auraient suscité le nazisme. Voilà. Si on avait expliqué ça à Goethe et aux frères Grimm, je pense qu'ils auraient eu un moment de grand malaise. Bon, autrement, il y a tout un ensemble de gens comme Tic Novalis, Jean-Paul Akim-Monarnim, Brentano, qui sont connus, on ne dit plus beaucoup, c'est parfois dommage, mais il y en a un qui se détache du lot. Alors là encore, un qui n'a rien à voir avec le conte de fées, un militaire. Bon, les militaires écrivent parfois et fort bien. C'est pas à Lille que je vais dire que les militaires écrivent mal, hein. Mais un militaire qui fait des contes de fées, c'est quand même beaucoup plus rare. Et là, je parle de Frédéric de la Bodefouquet, qui écrit Ondine et qui lui réussit à créer vraiment un nouveau mythe littéraire autour d'un personnage qui relève elle aussi du monde féerique, qui relève du merveilleux qu'on retrouvait déjà au XIIe siècle. Quelques images, c'est pas des fées, quelques portraits, avec des dates pour se remettre. Un vrai portrait romantique. Les deux frères, alors là, vous voyez, voilà, les petites choses, il n'est pas né, il n'a pas eu de vie. Jacob Grimm n'a pas eu une vie extrêmement longue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est dans la féerie, mais pas à ce point-là. Alors voilà donc. Frédéric de la Bodefouquet, d'ailleurs, famille d'origine française. Les problèmes qui ont suivi la révocation des îles Nantes, les îles Huguenots. Et voilà une illustration de Waterhouse, de Ondine, le moment où Ondine au bord du puits va se fondre en eau à la mort de Hildebrand. Et on arrive au dernier et au plus grand, Andersen. Mais Andersen est plus un collecteur. Andersen est simplement un écrivain génial. Andersen va créer tout un monde nouveau. Andersen écrit Andersen est un écrivain frénétique. On connaît ses contes, mais il écrit des romans, il écrit des récits de voyage, il écrit des pièces de théâtre, il a un succès inouï dans toute l'Europe. Mais il reste pour nous l'auteur des contes, qui ne sont plus du tout des contes de fées. 156 contes, 12 contes qui relèvent d'un trait d'une intrigue, d'un trait d'intrigue qui relève du folklore. Pour le reste, eh bien, c'est sa vie à lui, la dureté de sa vie, la dureté de son enfance, sa laideur, le pet dessin, le vilain petit canard, sauf que le vilain petit canard devient cygne, et Andersen n'est jamais devenu cygne, la petite fille aux allumettes, l'histoire de sa grand-mère, tout ça, mais le plus grand quand même, le plus doué des auteurs de contes. Quand on pense conte, on pense automatiquement Andersen. Et lui aussi reprend cette lignée qui vient de Mélusine, qui passe par Ondine et qui va arriver à la petite sirène.
Et là encore, un tracé assez limpide du même thème. Donc ça, c'était le début du 19e siècle. Ensuite, on passe un petit peu en France. En France, on commence à collecter autre chose. On se met au collectage vers 1837 et Cocorico, c'est en Bretagne. C'est Ernst David Marquet et son Alsace-Braise. La grande admiration d'ailleurs que lui vouait Georges Sand dit assez que peu importe que ce soit à moitié vrai, à moitié faux, retouché, on ne collectait pas aujourd'hui à l'époque comme aujourd'hui, mais il réveille quelque chose de très ancien. Il y a ces chants des bardes, il y a ces chants médiévaux, il y a la peste, il y a toute une vie qui ressort dans le Alsace-Braise et derrière lui, ça on enclenchera toutes les écoles de collecteurs bretons, dont Luzel, l'abbé Cadic, Sévillo et Lauras, qui collectent en général en français et qui donnent à la Bretagne et à la France, bien sûr, un trésor de contes de fées et de contes. Quand je dis la fée, c'est aussi la féerie et tous les petits personnages. C'est là évidemment qu'on voit de quoi les Bretons peuplaient leur quotidien, leur campagne, et pour avoir un petit peu travaillé avec autour des contes dans l'ensemble de la France et pour travailler avec la Société de mythologie française, ce qu'on me disait que je pensais être un présupposé favorable, certes, mais gentil, mais sans plus, est vrai. C'est vrai que la Bretagne est quand même très, très bien dotée par son passé en contes, en légendes et en traditions et en créatures extraordinaires. Je vis en Bretagne, je n'en suis pas originaire, au cas où vous penseriez que voilà, je suis en train de me lancer dans une propagande frénétique. Donc, en France, un grand succès autour de la féerie dans le ballet. Quelques auteurs dont on ne dira jamais assez, il faut les relire, je pense entre autres à Théophile Gautier. Lisez Gautier, relisez Gautier, c'est un magnifique auteur fantastique, entre la féerie et le fantastique. Il faut vraiment... et qui a donné un ton tout à fait particulier à ce genre de texte en France. Et Gautier et son malheureux ami Nerval, bien sûr. Et je vous dis des ballets, donc Gautier écrit un ballet qui s'appelle La Péri, esprit perse, qui est un précurseur de la fée. Sylvia et Coppelia, bien sûr, comme ballet. Massenet, qui va faire une Cendrillon à la fin du 19e siècle. Alors qu'au début du 18e siècle, c'était Rossini qui, en Italie, avait fait le même thème, Cenerentola. Vous voyez, il reste quelque chose quand même des fées qui parlent toujours. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a une mode de la féerie sur scène en France dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et par exemple, à Noël, tous les Noëls à Paris, il y avait des théâtres, entre autres sur les boulevards, qui donnaient des grandes féeries. Alors c'était plus ou moins humoristique, ou plus ou moins féerique, justement, c'était plus ou moins inspiré, mais c'était très attendu. Imaginez un petit peu que pour le public populaire, c'était combien d'un temps quand Holiday on Ice passait dans une ville. C'était un moment, une espèce de magie hors du temps dont on peut critiquer l'esthétique, mais qui donnait un autre sens et un autre goût aux choses. Et je ne crois pas du tout qu'il faille en rire, vous voyez, je crois que c'est important aussi. Mais le vrai phénomène féerique du 19e siècle, c'est en Angleterre. Mais voilà quand même, depuis le 16e siècle, on les avait laissés derrière nous. Et parmi beaucoup d'autres choses, le 18e siècle anglais est un siècle considéré comme débauché, comme trop matérialiste. Et quand la reine Victoria arrive, toute jeune reine, au pouvoir, eh bien c'est le retour de balancier, la vertu, la morale, le mariage, la chevalerie, l'esprit d'entraide. Bon, ça va un peu déraper après avec les enrichissements et les conquêtes, mais il y a quand même un vrai désir de revenir à ces fondamentaux-là. Et la fée, bien sûr, fait partie de tout ça. Alors vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir là le mouvement pré-raphaélite en peinture, parce que ça c'est la grande nouveauté. On arrive à la représentation picturale. On a vu le texte, on a vu la musique, maintenant voilà l'image. Les images qu'on a vues jusque-là, ou c'est des images médiévales, ou c'est des images du 19e siècle que j'ai utilisées pour illustrer mon propos. Et là, on a un phénomène qui est propre à l'Angleterre, qui est tout à fait fascinant, c'est ce qu'on appelle le fairy painting, la peinture de fées. C'est-à-dire que vous avez des artistes qui ne vont peindre que des sujets féeriques, et qui vont les peindre de manière extrêmement précise, c'est-à-dire qu'ils représentent la réalité. Ils ne représentent pas quelques brumes enchantées, non, ils ont une précision quasiment entomologiste.
Et dans leurs inspirations, il y aura le folklore, bien sûr, et aussi Shakespeare. Deux d'entre ces peintres vont quand même se détacher du lot. Alors, dans les plus connus, il y a Joseph Noel Paton, qui est un Écossais, grande scène mythique, mais lui aussi très shakespearien. Il y a toute une foule de peintres que je ne vais pas vous citer, mais je vais vous citer ceux qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, dans ceux qui inventent vraiment un univers, il y a les frères Doyle. Richard Doyle, célèbre. Il plaît beaucoup. Il vend dans les salons, il vend toutes ses expositions, il illustre les livres pour enfants, enfin, c'est magnifique. Et il a un frère qui s'appelle Charles Altamont Doyle. Et lui, c'est un peu le raté de la famille. Alcoolique, dépressif, enfermé en asile, il entend les faits. Et il a un fils. Un fils s'appelle Conan Doyle. Et c'est peut-être là, dans ce père, dans cet oncle qui croyait aux faits, qui dessinait des faits, et tout particulièrement dans ce père qui souffre, dans ce père dont Conan Doyle ne peut pas reconnaître qu'il était un raté, qu'il était un échec. Eh bien, c'est peut-être pour ça que Conan Doyle va tellement croire aux faits. Et c'est peut-être ça qui, joint à la mort de son fils à la Première Guerre mondiale, va le conduire à soutenir si farouchement les deux petites filles, Frances et Elsie, lors de l'affaire du presbytère de Cottingley. C'est les petites filles qui avaient vu des faits, qui les avaient photographiées, vous avez sûrement vu cette histoire-là. Et Conan Doyle se fait leur défenseur, d'abord parce qu'il y croit, il est quand même écossais, il y a une forte croyance au père d'Écosse. Mais aussi, il y a aussi chez lui le désir de rendre hommage à son père. Non, mon père n'était pas si fou. Oui, mon père dessinait les faits et il avait raison. Et il y a un deuxième peintre qui lui aussi invente vraiment un monde féerique, qui s'appelle John Hunster Fitzgerald. Voilà, c'est un Irlandais. Et quand même, le monde celtique continue à fournir. Hein. Paton écossais, Doyle pareil, Fitzgerald irlandais. Alors lui va chercher son inspiration dans quelque chose qui était très à la mode alors, c'était l'opium. Parce qu'il y a deux grands phénomènes qui interfèrent dans la peinture du XIXe siècle. Il y a l'opium et le spiritisme. Le spiritisme, je ne vais pas trop m'y attarder, mais l'opium, Fitzgerald, lui, il a fait un tableau dont je n'ai pas la production là, qui s'appelle « La matière dont sont faits les rêves ». Il rêve d'être endormi sur un canapé et des faits voltigent autour de lui. Donc, on pense que c'est ça la matière dont sont faits les rêves. Sauf qu'à côté de lui, il y a quand même une pipe. Pipe à eau, et dont on se doute bien que ce n'est pas du caramel mou qu'il mettait dedans. Donc, John Hunster Fitzgerald et un autre absolument dément, et je parle au sens propre, qui est Dad, Richard Dad, parce qu'il est devenu fou. Il a poignardé son père, il a été jugé, enfermé dans un asile, et c'est dans un asile qu'il a peint des tableaux absolument invraisemblables. Donc voilà, alors certains critiquent, et bon, il y a beaucoup d'autres peintres de fées, des choses que vous voyez beaucoup, des filles légèrement rituelles, les petites fées qui dansent autour d'elles. C'est toujours les petites fées miniatures de Shakespeare hein, qui reviennent, du moins ce mode de fées. Alors beaucoup de critiques vont vous dire, oh, bah, les fées, c'était un prétexte pour les peintres victoriens pour représenter des femmes nues. Bon, à ma connaissance, un peintre n'a jamais manqué de prétexte pour représenter une femme nue. Hein. Il y a eu toutes les déesses de l'Antiquité, toutes les allégories que vous voulez. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher les faits. C'est qu'il revient à une partie du récit ancien qui vous dit que la fée, c'est un être lumineux, à la peau très claire, aux cheveux libres, libre de ses manières, et souvent juste vêtu de quelques voiles. C'est plutôt à ça que se rattache cette peinture de fée. Donc, pourquoi Pourquoi, dans cette période-là, justement, ce recours à la féerie, à tel phénomène de mode Bien, ça dit toujours quelque chose, ces phénomènes-là, les phénomènes de mode sur l'état d'une société, de ses questions et parfois de ses malaises. Et là, on se retrouve avec des gens qui craignent l'industrialisation qui envahit l'Angleterre. Une société qui n'est de plus en plus que préoccupée d'acquérir de la richesse, de conquérir le monde. Donc, ce goût de la féerie, il va dire le besoin des châteaux quotidiens, comme aujourd'hui. Il va initier un mouvement de protection de la nature. Il va culminer avec le National Trust. Le National Trust, c'est il faut garder des espaces purs, il y a le train, il y a l'industrie, il y a des usines partout.
il faut garder des espaces purs et propres pour tout le monde, et aussi des espaces purs et propres pour que nos vieilles fées, pour que nos vieilles traditions aient toujours un territoire. Il faut aussi se dire qu'il y a une pression sur la sexualité victorienne qui, évidemment, trouve une façon de s'exprimer, ou du moins de revendiquer autre chose au travers du personnage de la fée. Comme au Moyen-Âge, là encore. Il y a aussi un refus du progrès scientifique, parce qu'il désacralise la nature. Et parce qu'on croit ingénument, un petit peu à l'époque, qu'il va en évacuer tout le mystère. Il y a aussi, donc je vous ai dit, la révolte contre l'esprit marchand. Et il y a aussi quelque chose qui est assez amusant, quand on voit la précision de la peinture de fées, il y a un refus de la photographie comme mode artistique. La photographie est trop précise, trop mécanique, ce sont des scènes d'argent, il n'y a plus de magie dans la photographie. Donc protestons contre la photo, beaucoup trop réaliste, par la peinture de feu. Donc une société, voilà, tout à fait passionnée par l'inconnu, que ce soit la fée, la féerie, le conte de fées, je disais le spiritisme, les paradis artificiels, et à côté de ça, bien sûr, à côté de cette peinture de fée, et parfois avec les mêmes peintres, le mouvement pré-raphaélite, mais qui lui est plus mystique et philosophique. Et, ce qu'on oublie souvent, social. Les pré-raphaélites étaient non seulement des peintres, mais ils étaient pratiquement tous inspirés par le mouvement socialiste, notamment le plus généreux d'entre eux, qui était William Morris. Bon, ça c'est une incidente. Donc quelques images. Alors, là, nous sommes avec le père de Conan Doyle. Vous voyez, l'image bouge, l'image remue, l'image est déconstruite. Il y a quelque chose de fou, justement, dans le mouvement de ces fées. Et voilà son frère. Ça, c'est beaucoup plus sage. Ça, c'est gentil, ça plaît beaucoup plus. Vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a encore de ces dessins qui circulent et que des familles anglaises offrent pour Noël à leurs enfants. Les originaux, je veux dire. On ne parle pas de copie. Voilà John Hunster Fitzgerald. Vous voyez tout de suite que son esthétique de la féerie tranche avec toutes les autres. Et ce sont en général de petits tableaux dans lesquels on peut se perdre complètement. En voilà un autre, vous voyez la barque des fées. Vous voyez le nénuphar qui vous donne l'échelle. Et voilà Richard Date, celui dont je voulais qu'il disait qu'il avait fait son père. Regardez, là encore, on sent bien à travers sa peinture qu'il se passe quelque chose de difficile, de douloureux. Et peut-être que dans son esprit, c'était aussi compliqué que dans la composition de ces tableaux. Alors là, c'est une des dernières représentantes de ce mouvement, une italienne, une anglaise d'origine italienne, qui s'appelait Estella Canziani. Donc, l'image n'est pas très bonne, mais le tableau n'est pas très accentué non plus. Vous voyez, c'est un petit berger qui joue de la flûte. Et autour de lui, vous voyez voltiger, je ne sais pas si vous voyez les petites formes blanches, qui sont en fait des petits esprits féeriques. Et quand intervient la guerre de 14, qui va sonner en Allemagne, en Angleterre, à la fin de la grande période féerique. Parce qu'une fois que la boue et la mort dans les tranchées sont là, c'est difficile de parler des faits. Eh bien, beaucoup des soldats, beaucoup des touristes qui vont aller dans les tranchées, qui vont aller faire la guerre, beaucoup d'entre eux vont partir avec sur eux l'image de Saint-Georges, patron du pays, patron des chevaliers, protecteur des guerriers qu'ils sont, des guerriers du bon droit qu'ils sont. Et il y aura encore plus de soldats à partir avec cette image-là. Le monde surnaturel, leur monde à eux, leur campagne, la vieille terre d'Angleterre, c'est l'image la plus vendue auprès des soldats anglais pendant la guerre de 14. Les faits, je vous dis, sont toujours où on ne les attend pas, plutôt ne sont jamais où on les attend. Voilà. Vous savez le choix entre deux formules. Alors évidemment, en même temps que cette peinture de fées, vous avez quelques autres phénomènes intéressants qui se passent, dont l'invention de la littérature enfantine, parce que l'enfant devient une personne. Ça se généralise, on a vu un petit peu ça au XVIIIe siècle, mais c'était uniquement réservé à des milieux très privilégiés. Au XIXe siècle, la bourgeoisie qui s'est enrichie, et même une partie, la partie la moins malheureuse du peuple, va se dire que les enfants c'est important, qu'il faut les éduquer, et on leur donne une littérature. Et là encore, on a cette espèce de conjonction du progrès technique et de l'évolution des mentalités, c'est-à-dire que l'imprimerie
en est à un point, et l'imprimerie en couleur, l'imprimerie d'image en est à un point, que non seulement on produit des livres pour les enfants, mais on produit des livres illustrés pour les enfants et pour les adultes. Et là, on va avoir toute cette grande floraison de peintres et de dessinateurs d'effets, dont les plus célèbres sont bien entendu Rackham et Dulac. Rackham et Dulac, dont aujourd'hui encore, je dis le moindre illustrateur, n'est-ce pas, Christophe, vous savez quoi avec moi, je pense, hein, pour dire que personne n'en est jamais sorti encore. C'est une telle empreinte qu'on ne peut pas leur échapper.